et à toutes. Je me présente, je suis Jean-Baptiste Guérin, je suis le président de l'association des parents d'élèves de l'Académie de Toulouse. Je suis élu depuis le 24 novembre, donc c'est mon premier webinaire organisé sur le sujet de RENASUP et de l'enseignement supérieur dans les établissements privés sous contrat. Je vais laisser se présenter les personnes à ma droite et puis après je reprendrai la parole. Bonjour, donc Fabien Doriac, je suis le vice-président de l'Appel académique. Donc un petit mot sur notre réseau Appel. On représente aujourd'hui 37 000 familles adhérentes pour l'Académie de Toulouse, donc composée de 8 départements. Et ce webinaire ce soir est proposé dans le cadre du service information et conseil aux familles de l'Appel académique et qui fait suite également, donc vous pourrez retrouver le webinaire Parcoursup qu'a organisé l'Appel national donc, le 14 décembre dernier. Vous retrouverez sur notre réseau Internet Appel académique, également Appel national, le webinaire de Parcoursup. Voilà, donc là, on fait une continuité ce soir sur l'enseignement supérieur en Midi-Pyrénées, de l'enseignement supérieur catholique. Donc, le choix de la date est un peu calculé parce que vous êtes au courant. Parcoursup a ouvert hier. Donc, on souhaitait vraiment faire cette présentation rapidement. Donc, je disais, excusez-nous, je disais que le choix de la date donc, était un peu calculé puisque Parcoursup a été ouvert hier. On souhaitait proposer assez rapidement ce webinaire pour que vous ayez une vision de tout ce que peut proposer l'enseignement catholique post-bac. Et puis comme ça, vous avez quand même après jusqu'au 14 mars pour faire votre choix, faire vos recherches. Et à ma gauche, donc on a Joël Lebert, qui est le vice-président de RENASUP. Je vais le laisser continuer. On a le directeur de l'ICAM aussi qui sera présent, qui va nous rejoindre. Et les représentants de l'ICT et de Saliège s'excusent et ils n'ont pas pu se libérer pour ce soir. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver. Voilà. Questions pratiques, si vous avez des questions, vous les posez dans le chat, on va les noter, on y répondra soit au fur et à mesure, soit à la fin, on fera un combo. On est 3 à regarder les questions, donc normalement, on ne devrait pas en rater. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Monsieur Lebert, je vous laisse la parole. Bonsoir, donc Joël Lebert, je suis le chef d'établissement de l'Institut Limérac à Toulouse, mais ce soir je suis ici en tant que vice-président donc de RENASUP, donc je vais vous parler surtout de Parcoursup. Voilà, donc on va commencer. Ouais, on va commencer. Voilà. Alors. C'est la même. Il y a encore pas. Non, peut-être qu'il faut le faire avec ça, tant pis. Ça va. Ça lui fait passer par-dessus. On a un souci de présentation. Alors, attendez. Appuie sur espace là. Non, appuie sur espace. Non. Excusez-nous pour ce petit problème technique. Vous voyez qu'on est en direct. Attendez. On a le diaporama qui est en train de défiler. Sans notre accord. Voilà. Voilà, donc je vais vous laisser peut-être changer oui, de diapo. Voilà, comme ça. Donc voilà, on peut passer à la diapo suivante.
Voilà, donc RENASUP, Académie de Toulouse, nous sommes 25 établissements, plus de 60 formations, 7000 étudiants, donc beaucoup de BTS, des classes préparatoires, une université qui est l'Institut catholique et une école d'ingénieurs qui est l'ICAM. Alors, je rappelle que dans ces établissements, nous avons aussi des établissements agricoles, hein, qu'il ne faut pas oublier, qui sont d'excellente qualité. Nous avons des établissements, nous sommes très développés sur l'ensemble de l'Académie de Toulouse. Si j'ose dire, ça va de Lourdes, si on prend le plus à l'est, non, le plus à l'ouest, pardon, il faut que je sois. Donc ça va jusqu'à au-delà de Rodez, en passant par Albi, Castres, Mazamet. Bien sûr, à Toulouse, vous avez beaucoup de BTS aussi, les prépas à Saliège. Voilà, et puis vous avez aussi Cahors, vous avez aussi plusieurs établissements, j'en oublie sûrement. Et nous avons aussi des établissements associés comme Purpan, l'école d'ingénieurs de Purpan, donc qui sont associés dans nos présentations. Et l'ARAC aussi à Castelnaudary, donc qui est dans une autre académie, mais avec qui nous travaillons beaucoup. Castelnaudary étant très proche quand même de notre académie. Voilà, on peut changer de diapositive. Compliqué. Voilà, donc, alors, simplement, une chose qui est fondamentale, c'est de regarder toutes les portes ouvertes. Je disais pour l'IMERAC, c'est le week-end, pas ce week-end, le week-end d'après. Donc, vous avez pour cela le site, notre site qui est OrientSup, donc qui est affiché www.orientsup.com, où là, vous aurez tous nos établissements répertoriés et toutes les journées de portes ouvertes. Donc, c'est très important d'assister aux journées de portes ouvertes. Sur la gauche, vous avez donc notre RENASUP national qui a des MOOC intéressants. Vous pouvez aussi aller tourner sur RENASUP national. Voilà. On peut changer de diapositive. Voilà. Ah, on y était presque. Tu peux partager, toi, Fabien, le diaporama ? Tu peux le partager, ton avis? Très sensible, apparemment. Ça veut dire qu'on déconnecte la caméra si je partage. Comme vous pouvez voir, là, on a un petit souci de diaporama. On va privilégier que le diaporama fonctionne, donc on va déconnecter la caméra. Vous allez continuer à nous entendre, mais on va vous partager le diaporama de manière un peu sûre. Donc vous allez perdre l'image, ne vous inquiétez pas, et vous devriez avoir le diaporama. Je connecte le diaporama de là. Moi, je le mets là. Il est pas partagé, je crois. Non, il n'est pas partagé. Voilà. C'est bon. C'est bon qui est là. Vas-y. Voilà, on passe encore. Voilà. Donc, ce qui est important pour vous, parents, de comprendre, ce sont les différences de diplômes. Parce que vous avez pu remarquer, si vous êtes allé à InfoSup le week-end dernier, qu'il y a beaucoup d'établissements aussi hors contrat. Et pour vous, parents, c'est pas évident de vous y retrouver. Donc, il y a ce qu'on appelle les diplômes visés. Alors, pour les anciens comme moi, c'était ceux qui existent depuis très longtemps, c'est-à-dire les BTS, les BUT, qui ont remplacé les DUT. C'est-à-dire que maintenant, c'est un diplôme en 3 ans. Les licences, bien sûr, qui sont uniquement dans les universités. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les diplômes répertoriés, qui sont les diplômes de la CNCP, donc que nous, dans notre jargon, nous appelons les diplômes RNCP.
qui sont en fait des diplômes visés par le ministère du Travail et qui ont le niveau Bac plus 2, Bac plus 3, etc. Et enfin, vous avez tous les diplômes je dirais des écoles d'ingénieurs, notamment délivrés par la CTI. Là aussi, attention, aujourd'hui, rien n'empêche une école de s'appeler école de commerce ou de s'appeler école d'ingénieur. En réalité, tout doit être visé ou par la CCI ou par la CTI, qui est une garantie d'une école et réellement visée par l'État. Vous allez voir qu'il y a des logos pour ça. J'y reviendrai un peu plus tard. On peut changer de diapositive. Voilà. Donc, établissement sous contrat. Bien sûr, tous les parents connectés ce soir connaissent l'établissement sous contrat. Je dirais jusqu'à la terminale, on connaît bien l'établissement sous contrat. Puis actuellement, d'ailleurs, la presse en parle pas mal, suite à une petite déclaration de notre ministre. Mais c'est quoi exactement dans le supérieur à l'établissement privé sous contrat? Alors déjà, comme pour les lycées ou les collèges, c'est des enseignants rémunérés par l'État qui suivent effectivement tous les programmes de l'enseignement, voilà, qui suivent les programmes de l'enseignement, et ils sont reconnus par l'État, ce qui veut dire qu'on peut bénéficier d'une bourse Crous. Là aussi, j'invite les parents à aller sur le site du Crous et commencer à créer ce qu'on appelle le dossier étudiant, le dossier universitaire étudiant, le dossier social étudiant, pardon, le DSE, parce que on peut plus facilement être boursier dans l'enseignement supérieur que dans l'enseignement, on va dire, lycée ou autre. Dans les établissements privés hors contrat, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'ils ne sont pas contrôlés par l'État, donc les enseignants bien, peuvent avoir n'importe quel diplôme, et puis surtout, ils ont des formations différentes, parce que quand, par exemple, pour un BTS, dans l'enseignement privé sous contrat ou dans l'enseignement public, une partie du BTS l'examen final est pendant les 2 ans en cours de formation, ce qu'on appelle le CCF, contrôle en cours de formation. Ceux qui sont en bac professionnel connaissent bien ce système. Dans l'enseignement privé hors contrat, ils ne peuvent pas, parce que les professeurs ne sont pas habilités. Donc, ils ne peuvent pas bénéficier des bourses et ils ne peuvent pas bénéficier des contrôles en cours de formation, ce qui veut dire qu'ils passent l'ensemble de l'examen en épreuve finale. Ceci est sur le site, hein, vous verrez que sur Parcoursup, tout est écrit. On peut changer de diapositive. Voilà les logos dont je vous parlais, donc différents logos, les logos pour les BTS, les prépas, les logos pour les licences, les logos pour les écoles d'ingénieurs. Chez nous, donc c'est l'EIP, donc l'école de Purpan et l'ICAM, les titres RNCP ou l'enseignement supérieur, notamment l'ICT, appartient à alors l'ICT, il a 2 logos, donc à la fois la licence et à la fois ce qu'on appelle l'ESPIG, qui prouve que leurs diplômes sont des diplômes nationaux. Voilà, on peut changer de diapo. Voilà, ça c'est la diapo que je préfère. C'est celle qui s'adresse aux parents, mais aussi aux jeunes, parce que je passe souvent dans l'établissement rencontrer les élèves de terminale. Parcoursup n'est qu'un outil. Ceux qui pensent que Parcoursup va faire l'orientation de son enfant se trompent. Et l'orientation, c'est du conflit, c'est du dialogue, c'est tout ça. C'est-à-dire, c'est ce pourquoi on a fait des enfants. Et c'est pour ça qu'on en fait plusieurs, d'ailleurs, parce qu'ils ne se ressemblent pas. Donc, Parcoursup, ce n'est pas la projection des parents de ceux qu'ils ont réussi ou pas. Hein. Je rappelle que les études ne sont pas génétiques. Hein. On peut être médecin et avoir un enfant qui ne veut pas l'être, ou comme moi, être enseignant et avoir aucun de mes enfants qui veut être enseignant. Ce n'est pas non plus l'enseignement supérieur que vous avez connu ou que j'ai connu, c'est bien différent. Aujourd'hui, nous en parlions juste avant de commencer avec les personnes de l'appel. Il y a énormément de passerelles et on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et c'est encore moins celui d'un frère ou d'une sœur. Voilà, moi j'ai souvent des parents qui viennent me voir en disant son grand frère est brillant, sa grande sœur est brillante, ce qui ne m'intéresse absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeune que j'ai en face de moi. Et il faut faire attention parce que là aussi, on est actuellement. Je lisais un article intéressant. On disait que avant, on faisait des enfants. Aujourd'hui, c'est des enfants qui font les parents. C'est-à-dire qu'on n'ose plus refuser quoi que ce soit à notre enfant. Or, tous les enfants ne sont pas faits pour le type d'études. On va en parler aussi un peu plus tard. Et ça, c'est un souci. Moi, j'ai des parents qui viennent me voir en me disant, mais vous savez, mon enfant adore les maths. Et j'ai envie de leur répondre, est-ce que c'est réciproque parce que les maths n'aiment pas forcément tous les enfants, ou quand on me dit il veut faire ça depuis tout petit, eh bien oui, peut-être, mais pour cela, il faut une certaine réussite. Alors, c'est un choix qui doit être éclairé, bien sûr, ça doit être
une forme de rêve de l'enfant, une envie d'enfant. Et parfois, d'ailleurs, à 17, 18 ans, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Et pour cela, il y a l'équipe enseignante, parce que, juste pour information, hein, les enseignants, c'est un vrai métier. Ce sont des gens qui passent des concours et qui sont là pour aider vos enfants. Et donc, vous avez 2 professeurs principaux en terminale. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller les rencontrer, d'avoir une réflexion, un dialogue avec eux. Vous verrez, je vous en parlerai un peu tout à l'heure. Il y a une fiche à la fin que les enseignants remplissent et qui doit être, je dirais, en accord avec le dialogue que vous aurez eu avec eux. Donc, c'est fondamental. Parcoursup est un outil, un excellent outil, mais ce n'est qu'un outil. Voilà, on va changer de diapo. Donc, quels sont les éléments que vous allez voir, vous, dans Parcoursup? Vous allez voir tout. Vous allez voir le projet vous allez voir donc, nous, on va voir le projet de formation motivée, qui d'ailleurs maintenant s'appelle à nouveau, il s'appelle l'aide de motivation maintenant. Hein. Là, on a tous les bulletins de l'année de première, les notes obtenues pour le baccalauréat, notamment les notes anticipées, que beaucoup de jeunes parfois ne prennent pas au sérieux, les notes de français notamment, et les 2 premiers bulletins de terminale, ou si c'est en semestre, un seul semestre de terminale. Ensuite, il y a des pièces complémentaires que nous voyons. Certaines formations peuvent demander des pièces supplémentaires. Il y a ce qu'on appelle les activités, c'est complètement libre. Et faites cette fameuse fiche à venir dont on parlera un petit peu plus tard. On va continuer. Voilà, donc les dates, je pense que dans tous les établissements, on vous rabâche les dates. Juste cette diapo pour vous rappeler qu'il ne faut pas plaisanter avec les dates. Voilà, donc du 17 janvier au 14 mars, il faut saisir les vœux. Et ensuite, vous aurez jusqu'au 3 avril pour valider ces vœux. Et après, plus rien. Après, on ne peut plus accéder au site, si ce n'est le 30 mai pour voir les résultats. Voilà, on va continuer. La fiche de présentation d'une formation, elle est très complète. Il faut reconnaître que les personnes qui ont élaboré le site de Parcoursup, c'est un site qui est parfait, qui s'est amélioré. Donc, vous aurez accès à la formation, les connaissances et les compétences attendues, les critères généraux d'examen de vœux. C'est-à-dire que nous, on vous explique, chaque formation vous explique comment on choisit, quels sont nos critères, les débouchés, les contacts référents de la formation, les dates des portes ouvertes et des journées d'immersion, et enfin quelques chiffres clés. Donc, on ne va pas tout balayer, sinon ça nous prendrait 3 heures. Mais là, moi, je vous invite à perdre du temps et à aller sur Parcoursup et à balayer vraiment tous les items que vous trouverez. Voilà, on va pouvoir continuer. Donc voilà, j'ai pris l'exemple évidemment du BTS Tourisme, parce que c'est un BTS que nous connaissons à l'IMERAC. Donc voilà, on recherche une formation, on tape BTS Tourisme, Toulouse ou 31. On continue. Là, évidemment, on va choisir l'IMERAC. Donc, vous voyez quelques informations intéressantes. Privé sous contrat, déjà. Vous savez si c'est privé sous contrat, privé ou public. Nous, on met des épreuves de sélection pour candidater, c'est-à-dire qu'on se permet de contacter les élèves. Et vous voyez, c'est une diapo que j'ai faite l'an dernier. Cette année, par exemple, notre taux d'accès n'est qu'à 52%. Donc, vous voyez que ça peut changer et c'est mis à jour tous les ans. On peut changer de diapo. Donc voilà tous les items que vous trouverez. Donc vous voyez que c'est une formation sélective, ça c'est important, hein, c'est-à-dire qu'on ne prend pas tout le monde, il faut se positionner, qu'on est privé sous contrat d'association, et vous avez donc différents petits logos qu'il vous faut cliquer pour aller voir. Donc là on va continuer, on va voir, voilà, présentation de la formation, vous avez les portes ouvertes qui apparaissent, etc. Vous voyez le petit logo qui dit qu'on est contrôlé par l'État, donc on est sous contrat avec l'État. Et donc, vous avez différentes présentations. Voilà, on va continuer. Là, maintenant, vous voyez, c'est la licence. Alors, on dit les licences sont libres. Il n'y a pas de les licences, tout le monde peut s'inscrire. Eh bien non, vous avez des licences qui ont des taux d'accès réduits. Là, j'ai pris volontairement à l'Institut catholique la licence de droit, parcours sciences politiques. Alors que si vous faites la licence de droit tout court, et là, il n'y a pas de problème. L'entrée, si j'ose dire, est libre, il n'y a pas de sélection. Mais là, vous voyez que le taux de sélection est quand même à 40%. Et on vous dit que c'est un privé d'enseignement supérieur. On continue. Voilà, l'Institut catholique, on vous dit bien que c'est une formation sélective et on retrouve tous les items que vous pouvez évidemment consulter. Donc là, on est sur le parcours sciences politiques où il n'y a, je crois, que 70 places. Continue.
Donc, vous voyez les logos qui montrent bien que c'est effectivement un établissement reconnu par l'État. On vous explique la formation, on vous présente la formation, il y a la certification. On peut continuer. Là, je passe au lycée Saliège à Balma. Donc, vous voyez que le lycée Saliège à Balma, on est sur une CPGE. Alors, CPGE, dans notre jargon, c'est les classes prépa. Hein, c'est classes préparatoires aux grandes écoles. Et là, on est sur le CG, donc économie. Donc, on vous dit quelles sont les spécialités demandées, maths appliquées et histoire, mais ça peut changer. On vous dit qu'il y a un internat. Et là, vous voyez que le taux d'accès, l'an dernier, est à 95%, alors que cette année, leur taux d'accès, je crois, est à 40%. Donc, vous voyez qu'il faut bien regarder les taux d'accès et voir effectivement si ça correspond au profil de votre enfant. On continue. Donc, présentation de la formation, toujours pareil, les portes ouvertes avec visite campus, etc. On vous explique beaucoup de choses. Il faut pas avoir peur de perdre du temps d'aller sur les sites et surtout de venir aux portes ouvertes. On continue. Alors, ça c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que voilà, on voit qu'on est sur de l'enseignement catholique. Une prépa, on se dit, mais ce sont les résultats scolaires. Eh bien, regardez. Saliège va plutôt regarder le savoir-être de l'étudiant. Parce que pour eux, un étudiant qui a un bon savoir-être peut réussir, même si ses résultats, on va dire, bruts, sont moins bons. Donc, il n'y aura que 25% pour la sélection pour les résultats bruts et 30% pour le savoir-être. Alors, vous allez me dire, mais comment on peut voir le savoir-être? Ce sera expliqué un petit peu plus tard. Voilà, là, vous avez par exemple l'école d'ingénieurs, donc mes collègues de l'ICAM. Alors, ça, c'est très intéressant parce que vous voyez qu'il y a à l'ICAM ce qu'on appelle le parcours ouvert. C'est pour ça que j'ai choisi cette diapo. Donc, le parcours ouvert, c'est une formation où on prend effectivement des étudiants qui viennent de STL ou STI 2D. Donc, c'est un parcours, il ne faut pas avoir peur de... Souvent, on se rend compte, nous, que les élèves se restreignent. Ils ont peur de postuler. Moi, je vous dis, n'hésitez pas à postuler. Voilà, vous pouvez être pris sur des prépas, sur des écoles comme de très bonnes écoles, comme les écoles d'ingénieurs, notamment l'ICAM ou l'école de Purpan. Alors, l'inscription, pour vous inscrire à Parcoursup, vous le savez sûrement, puisque c'est ouvert, donc, comme on disait, depuis mercredi. Donc, une adresse électronique valide, une adresse simple, hein, avec, je dirais, une adresse Gmail classique, très simple, prénom.nom, c'est l'idéal. Je vous garantis qu'une année, j'avais le droit à la Lulu du 81. Bon, c'est moyennement sérieux quand on a affaire à la Lulu du 81, donc j'ai gardé ça en mémoire. Voilà, donc un numéro INE, c'est le numéro de votre identifiant. Et là aussi, les parents pourront mettre leur adresse, les professeurs principaux aussi, ce qui permet d'avoir des alertes. Vous allez voir que quand Parcoursup va se déclencher, ça va très vite ensuite. Alors, on continue. Donc, vous avez le droit à 10 vœux, plus 10 vœux pour les formations en apprentissage. Dans les formations sélectives, classe prépa, STS sur les BTS, hein, IUT, école, IPSI, etc. Et non sélectives, licence, PASS. PASS, LAS, c'est maintenant médecine. Hein, voilà. Des vœux motivés, c'est en quelques lignes, vous expliquez ce qui motive pour le vœu. Alors là aussi, nous, on aime bien que ce soit... Alors nous, on lit toutes les lettres de motivation. Hein, et il faut que ce soit des lettres vraiment sincères, pas des chat GPT ou des choses comme ça, ou des copier-coller. Voilà, parce que pour chaque vœu, il faudra une lettre de parcours, enfin de ce qu'on appelle de motivé. Hein, voilà. Les vœux ne sont pas classés, c'est-à-dire que vous faites 10 vœux, vous aurez 10 réponses. Et nous ne connaissons que le vœu que vous avez fait chez nous. Nous ne savons pas où est-ce que le jeune a postulé par ailleurs. Voilà, donc ça, vous pourrez du 17 janvier au 14 mars. Les vœux multiples. Alors, les vœux multiples, c'est vous avez le droit à 10 vœux de plus, c'est-à-dire que, par exemple, vous demandez une prépa, eh bien, vous avez le droit de demander 3 prépas ou 4 prépas identiques, ça ne vous fait qu'un vœu, et 3 vœux multiples. Vous demandez, vous avez vu le BTS, je présentais tout à l'heure le BTS tourisme, nous sommes 7 sur l'académie à le faire, 2 dans l'enseignement catholique, donc l'établissement de Lourdes et nous-mêmes, eh bien, vous pouvez demander les 7 établissements, ça ne vous fait qu'un vœu, un vœu et 6 sous-vœux. D'accord? Mais attention, pour chaque sous-vœu, il faudra malgré tout faire ce qu'on appelle il faudra faire une lettre de motivation, donc expliquer un petit peu le pourquoi vous choisissez tel ou tel établissement. Voilà, on peut continuer. Je passe assez vite hein, parce que
Les professeurs principaux vont vous l'expliquer, bien sûr. Les lettres de motivation, c'est très important. Partagez vos expériences scolaires, extrascolaires, bien sûr. Renforcez votre candidature en donnant un éclairage, hein, autre que le dossier scolaire, parce que nous, on a un dossier scolaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est vos goûts, curiosité intellectuelle, etc. Expliquez le choix de la formation, hein, pourquoi vous choisissez cette formation. Bien sûr, participer aux portes ouvertes et dire que vous avez participé aux portes ouvertes. Soignez la rédaction, encore une fois, n'oubliez pas que ce sont plutôt des personnes âgées comme moi qui lisons les lettres, donc on est un peu allergique aux fautes d'orthographe. Voilà, ça avance un petit peu. Voilà, on est revenu. Valorisez vos compétences, n'hésitez pas. Voilà, alors après, en fonction de la formation, évidemment, les compétences qui ont lieu avec la formation. Voilà, c'est intéressant. Moi, quand, par exemple, parce qu'on était sur le BTS tourisme, ben, un élève qui aime voyager, etc., ça rentre dans les compétences. Un élève qui a le BAFA, ça rentre dans les compétences. Voilà. Mais après, effectivement, en fonction de la formation, il y a des compétences intéressantes à expliquer. Voilà, on continue. La rubrique activité sans intérêt, elle est facultative. Et là aussi, je crois qu'elle est intéressante quand on a vraiment des choses à dire. Hein, voilà, engagement civique, associatif, expérience professionnelle ou stage en fonction évidemment des demandes que l'on fait. Hein, voilà. Elle est facultative, mais vous pouvez la remplir et ça, c'est jusqu'au 3 avril inclus. Voilà. Alors ensuite, les formations, analyse des candidatures. Donc nous, on reçoit les candidatures, on commence. Alors, on a des candidatures en fonction des bacs généraux, des bacs techno et des bacs pro. Attention, les bacs ne sont pas mélangés. Donc je dis là aussi, s'il y a des parents dont les enfants sont en bac professionnel, ne vous restreignez pas. Il y a entre guillemets, des quotas que nous fixe le rectorat. Évidemment, en BTS, il y a plus, on intègre plus de bac pro qu'à l'université où là, il est déconseillé au bac pro d'aller. Mais voilà, nous, on va lire tous les dossiers que nous allons recevoir. Donc une fois qu'on a fini notre analyse de dossier, on retransmet notre classement à Parcoursup et une fois que ce classement est transmis, il ne peut pas être changé. Voilà. Donc là aussi, n'hésitez pas à contacter les établissements, n'hésitez pas aux portes ouvertes à vous faire connaître pour que les équipes qui vont traiter le dossier eh bien, vous aient en tête au moment de faire le classement. Alors, on continue. Donc voilà, je vous donne un exemple de classement. Alors j'ai enlevé effectivement voilà ce qu'on voit. Donc vous voyez les numéros à 7 chiffres, ce sont ceux qui ont déjà fait une année d'enseignement supérieur. Les numéros à 6 chiffres correspondent aux établissements. Voilà, il y en a plusieurs établissements. Et donc vous voyez qu'il y a une personne, là en l'occurrence Pauline, qui n'a pas validé, c'est-à-dire qu'elle s'était inscrite, mais elle n'a pas validé son vœu au 3 avril. Donc on ne tiendra pas compte de son vœu. Voilà, tous les autres vœux ont été validés. Voilà, on continue. Donc, examen de conseil de classe et de la fiche à venir. Donc, le deuxième conseil de classe, pour ceux qui sont en trimestre, va étudier les vœux, évidemment, avec bienveillance. Et donc, pour chaque vœu saisi, il y aura une fiche à venir, donc, dont on parlera à la fin, avec les notes de l'élève, évidemment, la moyenne de la terminale, le professeur principal qui donne un avis, la directrice pédagogique ou le directeur pédagogique qui donne son avis, et enfin, le chef d'établissement. Et donc, ce dossier sera cette fiche, dont on a un exemple un peu plus loin, vous pourrez, vous, parents et les jeunes, pourront la consulter à partir du 30 mai. Voilà. Au moment où sortent les résultats. Voilà la fiche. Alors, ce qui est intéressant sur cette fiche, alors les appréciations générales, c'est classique, hein, bien sûr, avec le rang de l'élève. Alors, c'est surtout pour les prépas où on regarde le rang d'élève. Ce qui est plus intéressant, c'est les petits casiers que vous avez en bas. Alors, vous pouvez les voir peut-être en agrandissant. Donc, il y a la méthode de travail. Et ça, c'est nouveau depuis quelques années. Il y a aussi tout ce qui va être... alors, moi, je ne vois pas très bien... L'autonomie, pardon. Capacité à... Autonomie, capacité à s'investir et engagement, esprit d'initiative. Tout ça, c'est très important. Et autre élément, évidemment, l'apprentissage qui peut nous faire connaître le profil de l'étudiant. Là, en l'occurrence, une étudiante, si mes souvenirs sont bons, qui était déléguée de classe. Donc, vous voyez, tout ça, c'est quand même des éléments qui nous permettent, comme je disais tout à l'heure, de voir autre chose que des résultats purs. Là, on va voir effectivement la capacité de ce jeune ou de cette jeune à travailler. Alors, ensuite, il y a effectivement l'appréciation du chef d'établissement, l'avis du chef d'établissement, et là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est la cohérence. Le chef d'établissement met un avis sur la cohérence entre le vœu et, effectivement, le choix de l'étudiant. Là aussi, quand un élève veut à tout prix faire une formation, mais que toute l'équipe pédagogique pense que ce n'est pas judicieux,
vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas de cohérence. Vous avez aussi la capacité à réussir. Et enfin, le niveau de la classe, parce qu'on sait très bien que tous les établissements n'ont pas effectivement le même niveau de classe. Voilà, on peut continuer. Donc, toujours pareil, à partir du 30 mai, vous commencez à recevoir les propositions, et là, vous aurez, ce sera indiqué, quelques jours pour répondre. Je rappelle, vous le verrez un petit peu plus loin, je pense, que vous ne pouvez garder qu'un oui. Si vous avez 4 oui, vous devez en éliminer 3. Hein, voilà, c'est comme ça. On va continuer. Voilà, donc, moment de stress, évidemment, hein, réception, acceptation et proposition. Alors moi, ce que je conseille aux familles, c'est-à-dire que jusqu'au, comme je disais, 3-4 avril, vous allez dans les établissements, vous vous rendez compte, vous allez voir un petit peu, vous jaugez, d'où l'importance des portes ouvertes, voir la tête de l'établissement, l'ambiance. Sachez quand même qu'un enfant va y passer en général entre 3 et 5 ans, donc il est important quand même de voir comment il va s'y sentir. Voilà. Et à partir de là, vous allez consulter les réponses. Donc là, la première réponse, vous aurez 3 jours pour répondre. Okay, pour éviter de stresser, moi, ce que je vous invite à faire entre le 3-4 avril et le 30 mai, de faire une dream list, c'est-à-dire de commencer à classer les établissements, alors qui peuvent être évidemment en raison du coût, en raison de la distance, en raison de beaucoup de choses, mais en tout cas commencer à les classer, de façon à ce que quand les résultats vont sortir, vous direz, eh bien écoutez, les 3 premiers me conviennent, hop, je prends le premier et c'est bon, je valide. Au contraire, le premier, je suis en liste d'attente, le deuxième, je suis en liste d'attente, le troisième, c'est bon, je valide le troisième et je me mets en attente sur les 2 premiers, etc., etc. Donc il y a toute une stratégie à adopter qui fait que ça se passe très bien. Juste pour information, avec mon collègue de Saliège, M. Gonzalez, nous sommes à la commission académique du rectorat. Bien, pour information, nous avons une première réunion qui est en juillet et une autre qui est au mois d'août. Cette année, au mois d'août, nous avions 0 dossier à traiter, ce qui veut dire que tous les dossiers de l'Académie de Toulouse étaient traités pendant l'été. Donc, n'ayez pas peur, les dossiers sont traités. L'Académie de Toulouse est une académie très dynamique. Tous les jeunes réussissent à avoir une formation. Alors, vous devez obligatoirement répondre à chaque admission. Et effectivement, regardez, là, on a les réponses de formation. Vous voyez que là, quand on est dans une formation sélective, BTS, BUT, classe prépa, école d'infirmier, hein, IFSI, c'est école d'infirmier, je précise. Voilà, donc vous avez 2 possibilités. Oui, nous, on va répondre par oui, en attente d'une place. Et si on a mis non, le dossier est déclassé. C'est-à-dire que là, en tant que parent, vous ne pouvez rien faire. Souvent, on déclasse des dossiers quand la formation de base n'est pas cohérente avec, par exemple, on était sur le BTS tourisme, il faut à tout prix 2 langues. Donc un élève qui, par exemple, en bac pro n'aurait fait qu'une langue, ne peut pas postuler en BTS tourisme. Alors parfois, il postule quand même, donc là, effectivement, on rejette le dossier, c'est un non. Mais c'est très rare, hein, je pense qu'on doit être à peine à 10% de non. Ensuite, vous avez 2 possibilités. Effectivement, le oui ou le en attente. Et vous comprendrez que plus, et c'est là où le système commence à tourner, c'est-à-dire que vous avez le choix entre accepter la proposition ou renoncer. Et si vous êtes en attente, vous pouvez maintenir le vœu ou renoncer. Ce qui veut dire que, au début, les 40 premiers vont avoir, mettons, un oui, pas de problème. Dans ces 40 premiers, dans les 3 jours, ils vont répondre, 20 vont répondre oui, 20 vont dire non, je vais dans une autre formation. Eh bien, ils vont libérer 20 places, ce qui veut dire qu'au 3e jour, il y a 20 nouveaux candidats qui vont monter, etc. C'est pour ça que c'est un système qui est très dynamique et qui marche très très bien. Pour les formations non sélectives, donc essentiellement les licences universitaires, là vous avez 3 possibilités. Le oui si, ça veut dire que l'université va dire ok, on vous prend, mais sur certaines conditions. Ça peut être vous demander de faire un semestre de plus. Ça peut être vous demander de faire une pré-rentrée. C'est le cas de l'ICT, par exemple. L'Institut catholique à Toulouse fait des pré-rentrées pour notamment les élèves qui viennent de bac technologique. Donc, ils leur font une pré-rentrée pour un petit peu les remettre à niveau. Ou bien, vous pouvez avoir en attente d'une place. Et oui, ça peut être étonnant, mais à l'université, vous avez certaines filières qui sont surbookées. Je pense au droit, je pense à STAPS. Et là, effectivement, vous pouvez être en attente d'une place.
c'est comme ça, c'est donc, voilà. Alors là aussi, vous pouvez accepter la proposition ou renoncer. Ce que vous ne pourrez pas, c'est garder 2 oui. Vous ne pouvez garder qu'un seul oui. Ça, c'est très important. Et certains me disent, ah, on aimerait en garder 2 ou 3. Ben non, vous ne pouvez en garder qu'un seul. Voilà. On peut continuer. Voilà, on peut changer de diapo. Voilà, donc là on a le cas, un exemple de Charlotte, hein, une élève qu'on a prise au hasard. Donc elle a plusieurs réponses. Elle a donc la réponse, oh non, il faut revenir en arrière, voilà, elle a les réponses en prépa, des BTS et des licences. Donc on voit que elle avait donc dans une prépa, elle avait un oui, mais effectivement c'est une prépa, vous le voyez peut-être pas, qui est hors académie, parce que dans les formations qui sont, je dirais, sélectives, on peut postuler hors académie. Donc, ben, elle va y renoncer parce que c'est trop loin. Donc, entre-temps, avec ses parents, elle a vu que c'était trop loin. Donc, elle renonce. Après, elle a plusieurs réponses positives. Donc, elle va dire oui parce qu'il faut verrouiller par un oui. Donc, les 2 oui-si, si vous regardez les licences, oui-si, c'est donc des oui sous condition. Ben, finalement, elle va dire non. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va accepter un BUT, le BUT F, mais elle va quand même maintenir le BUT G et elle va maintenir aussi un BTS qui l'intéresse. Voilà, donc elle va maintenir 2 vœux et elle va dire oui à un vœu. Là, on est parfaitement dans les clous. Donc, elle répond. On continue. Voilà, très rapidement, donc elle a répondu correctement dès le 2 juin, pardon, et là, effectivement, très rapidement, une nouvelle place se libère dans le fameux BTS où elle voulait aller. Donc, à nouveau, elle est confrontée à 2 oui, elle ne peut en garder qu'un, donc elle va renoncer au BUT dans lequel elle était prise et elle va accepter le BTS. À partir de là, elle va attendre puisque on ne peut pas s'inscrire dans les établissements avant les résultats du bac, donc cette année, je pense, ça va être le 8 juillet, et là, ils ont effectivement entre le 8 juillet et le 15 juillet pour s'inscrire. Voilà. Donc, administrativement, elle pourra s'inscrire à ce moment-là et Charlotte sera tranquille, donc, puisqu'elle a le BTS qu'elle voulait. Voilà un autre exemple d'un document donc, officiel que j'avais pris. Voilà, c'est quelqu'un qui avait pris l'université, mais il était pris après. Donc, dans le 2e tour, il était pris donc, en classe prépa scientifique à Déodat-Séverac ou à Saliège. Mais là, vous voyez qu'il y a des dates que j'ai entourées en rouge. Attention aux dates, respectez les dates. Donc, vous voyez que pour Déodat, il avait jusqu'au 30 juin, 23h59. Donc là, ça ne plaisante pas. Et pour Saliège, il avait jusqu'au 1er juillet, 23h59. Donc, vous doutez qu'il va choisir Saliège. Et à partir du moment où il choisira Saliège, il éliminera automatiquement Déodat, il éliminera l'université aussi. Voilà, on continue. Donc, après avoir accepté définitivement une admission, le futur étudiant doit effectuer une inscription administrative. Là, il faut voir les établissements. Chaque établissement travaille différemment. Attention à bien respecter les dates et les modalités d'inscription en fonction des établissements. Donc, il faut s'inscrire mi-juillet pour ceux qui ont eu un retour avant mi-juillet. Et après, sinon, vous avez jusqu'à fin août. Voilà. Donc, je rappelle simplement, si vous n'avez vraiment aucune réponse, il y a cette fameuse commission dont je vous ai parlé, que l'on appelle la KS, donc qui ouvre à partir du 4 juillet, c'est-à-dire que là, vous dites, alors on peut aussi tomber sur un jeune, c'est rare quand même, qui a fait quasiment 20 vœux et qui se rend compte que finalement, aucun de ses vœux ne lui satisfait. Donc là, il va consulter la KS qui va essayer de lui trouver une place à condition qu'il y ait des places dans certains établissements. Donc là, c'est tout le travail qu'on fait en KS, mais je vous rassure, avec tout le travail que font les professeurs principaux, on a de moins en moins ce type de cas à traiter. Voilà, on peut continuer. 8 critères pour bien choisir et bien réussir son orientation. Tenir compte de son profil avec l'aide de l'équipe enseignante. Enfin, les personnes qui vous connaissent le mieux, ça reste vos enseignants. Ils savent qui vous êtes. La reconnaissance du futur établissement, le projet d'établissement, les résultats de ces établissements. La qualité des diplômes et des enseignants. Vérifiez bien les logos que je vous ai montrés tout à l'heure. Mon collègue donc, de l'ICAM vient de me rejoindre. Et voilà. Et donc, c'est très important d'aller vers des formations de qualité. Le coût des études aussi. Hein. Je rappelle que la cherté n'est pas une garantie de qualité. On a des établissements qui proposent des 8 000 € à l'année. Ça ne vous donne pas une garantie pour autant de qualité.
la sélection, bien sûr, la dimension internationale, si voilà, des établissements sont sur Erasmus, l'environnement de l'école et la vie associative, d'où l'importance de participer aux journées portes ouvertes, et bien sûr, être prêt et être réactif le 30 mai. Consacrer du temps à l'orientation et aux portes ouvertes, Parcoursup n'est qu'un outil, certes très performant, mais Parcoursup n'est qu'un outil. Il n'y a rien de tel que d'aller sur place, de vous déplacer, de rencontrer les équipes. J'y tiens et je pense que mon collègue de l'ICAM ne peut qu'être d'accord avec moi. On fait des portes ouvertes, on met tout en place pour que justement vous soyez le plus à l'aise possible. Voilà, on peut continuer. Et bien moi, je vous remercie. J'ai essayé d'être assez concis pour laisser la parole, d'abord pour répondre à vos questions et ensuite donner la parole à mon collègue de l'ICAM parce que là aussi, les écoles d'ingénieurs, donc aujourd'hui, c'est l'ICAM qui est représenté, ont une sélection un petit peu différente. C'est pour ça que je préfère lui donner la parole ensuite. Alors, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Je m'adresse. Est-ce que vous voulez qu'on réponde d'abord aux questions ou est-ce qu'on donne la parole peut-être, moi je pense à M. Fallis de l'ICAM. Et comme ça, on pourra ensuite répondre aux questions. Vous voulez projeter? Bah oui, idéalement, c'est quand même plus simple de projeter. Ouais. Vous avez on va projeter avec une clé USB. Chercher une clé USB. Alors, ce que je peux rajouter, donc il y a eu beaucoup de présentations de fait sur l'outil Parcoursup. On est allé très vite, effectivement, dans la présentation. Vous retrouverez ce webinaire donc, qui est enregistré d'ici quelques jours sur le site de l'Appel Académie de Toulouse. Il y a également beaucoup d'informations sur Parcoursup déjà dans vos établissements. Généralement, les lycées organisent des réunions spécifiques sur Parcoursup et des entretiens avec vos enfants. Vous avez également en ligne sur www.appel.fr donc un webinaire organisé le 14 décembre et le 8 février, vous aurez un nouveau webinaire pour justement ces vœux sur Parcoursup. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur nos sites pour revisionner le webinaire du 8 décembre qui, pendant 2 heures, détaille plus particulièrement ces étapes de Parcoursup et inscrivez-vous pour participer le 8 février prochain au webinaire qui permet de détailler justement ces choix et ces vœux qui peut paraître compliqué, mais c'est assez simple et facile d'accès quand même. J'avais une question sur le chat par rapport à ça d'un parent. Est-ce que il faut absolument avoir son enfant en terminale et des codes d'accès pour aller sur Parcoursup ou est-ce que c'est ouvert? Alors, Parcoursup est ouvert depuis mercredi. Et donc, les parents, normalement, ont accès à Parcoursup puisqu'ils auront des codes d'accès ainsi que leur enfant. Donc, normalement, de toute façon, il est souhaitable que les enfants et les parents travaillent ensemble. Hein. Donc, ils ont les codes. Hein. Depuis maintenant 3 ans, et même les parents peuvent mettre leur mail pour recevoir aussi en parallèle les mêmes... quand, par exemple, si par exemple l'enfant est comment vous dire, en attente d'un vœu, eh bien, les parents vont recevoir le vœu en même temps, c'est-à-dire le résultat en même temps. Donc oui, les parents auront accès. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être que l'on peut traiter le temps que l'on mette l'autre même se lever. Peut-être donner la parole à la personne qui a levé la main. Il y a une main qui s'est levée? Oui. Vous pouvez prendre la parole, hein, s'il y a une personne qui a levé la main. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonsoir. J'ai une question concernant si un enfant est à l'étranger au moment de l'inscription à Parcoursup, comment est-ce que ça s'organise? Alors, s'il est à l'étranger, en tant que parent, il suffit d'avoir son code INE et oui. vous pouvez l'inscrire sur Parcoursup.
Après, c'est vous qui manipulerez, si j'ose dire, Parcoursup. Il n'y a pas de problème. Hein. Et un enfant n'a pas besoin d'être scolarisé pour être sur Parcoursup. Vous aurez, mais il vous faut par contre son numéro INE. D'accord, il n'a pas besoin d'être scolarisé. Si par contre, par exemple, il va à l'étranger dans le cadre de ses études ou indépendamment des études, il peut intégrer et s'inscrire sur Parcoursup. Enfin, c'est moi qui le, via son numéro de matriculation lié au bac, je peux faire la démarche. Exactement. Il y a 3 types d'élèves qui s'inscrivent sur Parcoursup. Il y a les scolaires, ce qu'on appelle les réos, c'est-à-dire les réorientations, ceux qui ont fait, mettons, une année d'université et qui ensuite se réorientent, et même ce qu'on appelle les non-sco, nous, dans notre jargon, c'est les non-scolarisés. C'est ceux qui sont bien à l'étranger ou bien qui ont cessé les études, qui ont travaillé et qui reprennent des études. Donc, il y a les 3 types d'élèves. Hein, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, on va donner la parole donc, à mon collègue de l'ICAM. Super, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose de faire une présentation juste en un quart d'heure hein, pour qu'on reste relativement synthétique. Je vais juste prendre quelques diaporamas qui sont celles qui sont présentées en journée porte ouverte. Donc ceux qui auront le plaisir de revenir nous voir en journée porte ouverte, vous entendrez peut-être certaines choses, mais c'est intéressant, ça permet de présenter à la fois globalement notre mission. Alors, je reviendrai sur Parcoursup uniquement à la fin. Je ne sais pas, tu présenteras aussi un petit peu l'INERAC après ou pas? Non, moi, je n'ai pas présenté l'INERAC, enfin, sauf à la demande, hein, mais je te laisse présenter. Je vous laisse présenter au global, et puis après, ce qui fait la spécificité des parcours qu'on propose, et on viendra un petit peu à la fin sur Parcoursup. Alors, juste, Joël le disait sur les labels, vous voyez le label CTI, on est évidemment commission des titres d'ingénieur, et en plus SPIG, qui fait qu'on est d'intérêt général à but non lucratif. C'est important de le rappeler parce que on a effectivement des frais de scolarité, mais on est quand même agréé par l'État qu'on est bien à but non lucratif. Alors après, le plus important, c'est vraiment la mission qui est celle-là que vous voyez écrite là, qui est vraiment pour nous de former des femmes et des hommes, ingénieurs au service du monde. On est vraiment sur une dimension de formation humaine, en plus, et surtout qui est pour nous essentielle dans le développement de la compétence des jeunes et des élèves, ingénieurs, mais surtout et aussi et avant tout à des femmes et des hommes. On le retrouve d'ailleurs, alors je vais le prendre, je vous passe la description du métier d'ingénieur qu'on prend en journée porte ouverte pour aller directement sur nos spécificités ICAM et bien décrire ce que nous sommes. Et ensuite, on verra ce qu'on propose. En fait, j'ai l'habitude de présenter l'ICAM en revenant simplement sur l'origine de l'ICAM à la fin du 19e à Lille, qui a été créée par les jésuites et les industriels du Nord-Pas-de-Calais. Et en fait, quand vous avez ces deux institutions-là, vous avez vraiment ce qui fait les racines de l'ICAM et aujourd'hui vraiment notre identité. C'est-à-dire qu'on cherche avant tout à former des jeunes pour les besoins du monde économique et c'est notre ancrage industriel. On a été formé par des industriels et donc qui répondent aux problématiques du monde. Et ça, c'est l'enjeu qui était celui de l'industrie du Nord-Pas-de-Calais à la fin du 19e. Mais surtout avec des hommes et des femmes qui se sont développés à titre personnel fort, parce qu'on est convaincu que dans les entreprises, c'est ce dont on a besoin. On a besoin avant tout d'hommes et de femmes, avant d'avoir des ingénieurs. Alors, ça, c'est le point qui a guidé tout le développement de l'ICAM, et y compris quand on est arrivé à Toulouse, c'est parce qu'on était à la fois appelé par le bassin aéronautique, et en même temps parce qu'il y avait une communauté jésuite qui nous disait « on vous accueille et on a besoin de l'ICAM à Toulouse ». C'était le cas en 1993 quand on est arrivé. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que c'est vraiment le projet de l'ICAM. Un ingénieur ICAM sera formé sur 5 ans sur ces dimensions-là. Il sera, au bout de 5 ans, plus concret, plus industriel, et il aura travaillé son développement personnel, même s'il ne se rend pas forcément compte, on y viendra quand même. Il y a une pédagogie spécifique qu'on appelle la pédagogie ERD. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ce qui nous caractérise sur l'aspect plus académique, c'est que nous sommes une formation généraliste. C'est-à-dire que, en termes de champs académiques qui sont adressés par l'ICAM au travers des études, on est vraiment sur quelque chose d'assez large. Les jeunes seront moins pointus en termes de formation que sur d'autres écoles d'ingénieurs, mais par contre, une couverture des champs académiques beaucoup plus large. On va faire à la fois de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique, des matériaux, des sciences sociales et humaines. On va faire des tas du génie industriel, de l'organisation, des tas de compétences assez larges et variées qui leur permet à la fois d'avoir une compétence d'être très adaptable et surtout d'être traité
les sujets en entreprise de manière pluridisciplinaire et transversale, et du coup, d'échanger, de discuter, d'être capable d'échanger, de discuter avec tout le monde, et ça, c'est un vrai atout. Ce qui est très fort ensuite, vous le voyez, c'est l'accompagnement pédagogique qu'on propose à nos élèves, avec une dimension relationnelle et humaine forte. On est resté sur des campus à taille humaine. Le campus de Toulouse est quasiment à maturité. On est à 1000 élèves. On n'a pas vocation à aller au-delà de 1100, 1150, parce qu'en fait, on est convaincu que pour former des hommes et des femmes, on a besoin de rester en proximité avec eux. Et donc, du coup, on ne peut pas aller sur des campus qui sont trop importants avec des tailles de promo à 300, 400, 500, parce qu'on devient du coup dans une relation qui est trop distante. Alors que dans nos promos, les enseignants connaissent les élèves. Et ça, c'est un élément essentiel qui a d'ailleurs conduit le développement de l'ICAM en dehors de Lille, hein, parce que l'ICAM aurait pu se développer très fortement à Lille avec des promos de taille beaucoup plus importantes. Et c'est à un moment donné les jésuites qui nous ont dit non, si vous développez, restez sur des promos à taille humaine. Et donc, on est parti sur Nantes, après sur l'Ouest, avec La Roche-sur-Yon et Vannes, sur Toulouse, sur Paris. Mais on a préféré s'essaimer sur des bassins, sur différents bassins, plutôt que de grandir de manière excessive à Lille. Évidemment, je l'ai évoqué, la proximité avec l'entreprise, qui fait qu'on était dans les premières à faire de l'apprentissage et qu'on fait de l'apprentissage ingénieur depuis 25 ans, et surtout qu'on valorise l'apprentissage de la même manière que le parcours intégré. Et puis, une ouverture à l'international assez forte, à la fois dans nos partenariats avec un certain nombre d'universités dans le monde, mais aussi parce qu'on a développé un bachelor international. Je reviendrai tout à l'heure sur l'offre de formation, notamment avec les campus ICAM à l'international. On a 7 campus en France, mais on est aussi en Afrique centrale depuis un peu plus de 20 ans, en Inde, et là, c'est sur des campus ICAM, ou sur des joint ventures, enfin sur des associations avec des universités, toujours jésuites. Donc l'UNICAP ICAM au Brésil, la faculté ULC à Kinshasa, la faculté La Poussée à Quito. On est sur des campus où là, on développe vraiment la pédagogie ICAM sur ces campus jésuites. En plus, je dis bien en plus du réseau, et c'est ce qui nous a permis de développer le bachelor international. Voilà, là, c'est les domaines d'enseignement, je vous disais tout à l'heure, très transversal et de manière très... voilà, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que les élèves ne seront pas spécialisés sur un de ces domaines, mais ils auront travaillé à tous ces domaines. Il y a à la fois, vous voyez qu'il y a 4 domaines essentiellement académiques, mais qu'on a en plus 2 domaines transversaux. Je ne peux pas dire qu'ils sont non académiques, mais ils ne sont pas techniques. Le management des hommes et des organisations, on trouve tout ce qui est transverse en entreprise, qualité, gestion industrielle, lean management, sécurité, etc. Et puis sur les humanités, on va trouver pluralité des systèmes culturels, philosophie, éthique. Et voilà, et ces 2 domaines transversaux apportent beaucoup aux domaines académiques qui, eux, sont assez complètement généralistes. Une petite parenthèse sur l'ERD, parce que c'est quand même... Et après, j'arrive sur l'offre de formation. La pédagogie ERD, c'est vraiment, vous voyez le titre, hein, expérimenter, relire, discerner. C'est-à-dire qu'on va tout au long des 5 ans prendre le temps, par des temps individuels et personnels et collectifs, prendre le temps de mettre nos élèves en posture de relecture de ce qu'ils vivent, à la fois dans leur vie, dans leurs études, dans leurs choix, pour leur permettre de prendre plus de recul et de renforcer leur capacité à effectuer des choix. Et du coup, ça va vraiment développer leur capacité d'attention à eux-mêmes et d'attention aux autres, ce qui sera un élément essentiel demain dans leur parcours professionnel, et bien au-delà de leur parcours professionnel. Et souvent, c'est des pédagogies un peu... c'est clairement pas académique, c'est clairement du temps de prise de recul sur soi qu'on partage avec les autres. Souvent, les élèves nous disent oh, « c'est compliqué votre truc ». Et au bout de 5 ans, ils se disent « en fait, c'était ça le plus important ». Parce que c'est vraiment au travers de ces pédagogies-là qu'ils ont appris à grandir. Et voilà, et ça, vraiment, ils l'emportent avec eux comme étant un fruit important de leur pédagogie à l'ICAM pendant 5 ans. Ils l'emportent avec eux dans leur parcours professionnel, mais bien au-delà de leur parcours professionnel. Voilà, je m'arrête maintenant sur les 3 parcours de formation parce que c'est important de les avoir en tête parce que c'est vraiment l'offre de formation ingénieur. Alors, je vais zoomer un peu plus. Alors, le premier, c'est en bleu, c'est le parcours le plus classique, celui qui existe depuis très très longtemps à l'ICAM, un cycle préparatoire PTSI-PT, donc on est sur une prépa intégrée, mais sans aucune logique de sélection. L'objectif, c'est que tout le monde réussisse, mais on est bien sur le programme d'une PTSI-PT. C'est développé en partenariat avec les enseignants de Saint-Joseph, et clairement, ce sont des enseignants de prépa. Ce qui caractérise. Et ensuite, on a les 3 ans, où là, on va aller
de plus en plus vers le professionnel, avec des stages, avec des projets de promotion, des projets de création d'entreprise, des projets professionnels, avec la phase d'expériment qui est une période de 4 mois à l'international où l'élève écrit son propre projet. C'est le parcours le plus classique et ce qui caractérise ce parcours-là, c'est notamment l'exigence académique de la prépa. Vous allez voir, parce qu'après je vais le comparer par rapport aux autres parcours. Voilà, le parcours le plus classique. Ensuite, en vert, vous trouvez sur la barre du bas le parcours apprentissage qui existe depuis 25 ans. On commence par 2 années qu'on appelle prépa professionnalisante, où en fait, on est sur un BTS qu'on a renforcé, où on va être déjà beaucoup plus concret, beaucoup plus technique. Et ensuite, on passe sur 3 ans en alternance dans une entreprise, avec forcément un choix d'entreprise à la fin de la 2e année, enfin entre la 2e et la 3e année. Et là, on est sur une alternance, et du coup, les 3 années suivantes vont être beaucoup plus, ces 3 années-là vont être beaucoup plus denses, parce que on passe de l'entreprise à l'école, on repart en entreprise, on revient à l'école. Donc, autant les 2 premières années sont plus accessibles d'un point de vue académique que la prépa, autant l'exigence, elle est plus sur les 3 années suivantes, parce que là, on est confronté à la réalité du monde de l'entreprise, en parallèle de ce qu'on apprend sur les bancs de l'ICAM. Et donc, du coup, c'est très enrichissant sur ces 3 années-là. L'exigence, elle est plus forte parce qu'il faut avoir envie d'être en entreprise à 20 ans. Je compare par rapport au parcours précédent, qui était le parcours intégré en bleu. Là, l'exigence, elle est plus classique, elle est plus académique sur les 2 premières années. Sur le parcours apprentissage, il faut des jeunes qui soient mûrs et qui ont envie d'aller en entreprise à 20 ans. Mais par contre, pour ceux qui ont envie de se confronter à la réalité de l'entreprise, d'entrée, ils vont apprendre beaucoup sur ce contexte professionnalisant. Et ensuite, le 3e parcours, c'est le parcours bachelor. Donc, vous voyez qu'il se caractérise par plusieurs choses. D'abord, il se fait en 6 ans, c'est-à-dire 4 plus 2. Ensuite, les 2 caractéristiques, c'est que on a pris la main sur les pédagogies. Donc, à la différence des 2 premiers, qui sont des programmes de l'éducation nationale, que ce soit le BTS renforcé ou que ce soit la prépa PTS-IPT, là, on a écrit nous-mêmes les pédagogies avec beaucoup plus de pédagogie projet, beaucoup plus de pédagogie en groupe. Dès la première année, il va y avoir 30% de pédagogie projet, où les élèves sont face à un problème, avec des PBL, Problem Based Learning, et à partir d'un problème, ils vont travailler en groupe, et depuis la résolution de ce problème collectif en groupe, ils vont aller vers la théorie. C'est pas si simple que ça pour des jeunes à 18 ans de travailler en groupe de manière autonome. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une année de plus, parce qu'il faut qu'ils rentrent dans les pédagogies, mais en même temps, c'est très très formateur sur la dimension collective et travail en groupe, et ils apprennent beaucoup plus que les autres sur cette pédagogie-là, parce qu'ils l'attaquent dès 18 ans. Et ensuite, cette pédagogie-là, elle va amener sur 2 années, donc il y a de l'anglais, puisque c'est un parcours bachelor international, donc 25%, 50%, puis les années 3 et 4 sont en full English. Et là, il y a une vraie mixité avec nos campus à l'international, parce que ce parcours-là est développé simultanément en France, mais aussi en Afrique, au Brésil, en Inde, en Équateur, aux Philippines. Et donc, ils vont partir 1 an et on va mixer les promos sur les années 3 et 4 avec des élèves de tous les campus. Et du coup, on voit bien que là, autant d'un point de vue académique, c'est là aussi plus accessible que la prépa. Et on a un petit peu plus de temps, puisqu'on a une 6e année. Par contre, l'exigence de rencontres interculturelles internationales, elle sera plus forte, parce que c'est clair que partir 1 an aux Philippines ou au Brésil ou en Afrique, c'est plus marquant, c'est plus exigeant et plus marquant que de partir 3 mois ou 4 mois en Erasmus à Barcelone ou en Hollande ou en Allemagne. Voilà, et donc ce parcours-là, il va vraiment se caractériser par une dimension interculturelle plus forte, des pédagogies, beaucoup plus de pédagogie plus tôt, et plus d'anglais, naturellement, parce qu'il y a 2 ans en full English. Et après ces 4 ans de bachelor, on bascule sur un des 2 masters, soit en intégré, soit en apprentissage, et donc on arrive sur le même diplôme. Et clairement, pour nous, c'est la même qualité de formation. C'est la même qualité de formation ingénieur généraliste à la fin, qu'on ait suivi le parcours intégré, qu'on ait suivi le parcours bachelor. On va suivre des progressions pédagogiques différentes qui sont adaptées à des projets différents, à des parcours et des talents différents. Et il y en a qui vont beaucoup plus se plaire sur la prépa PTS IPT, il y en a qui vont plus se plaire en entreprise, il y en a qui vont plus se plaire à l'international, à l'interculturel, dans des pédagogies projets. Et ce qu'on propose, c'est vraiment les 3, avec des jeunes qui, pour une fois, vont choisir et réfléchir à ce qui leur correspond le plus. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait Joël, c'est que pour discerner ce qui vous correspond le plus, le mieux sont vraiment les journées portes ouvertes et les journées d'immersion éventuellement derrière, mais déjà dans les journées portes ouvertes, parce qu'on peut échanger avec les élèves qui vont venir témoigner de ce qu'ils vivent, avec les enseignants, et du coup, on va être amené à mieux comprendre quel parcours est le plus adapté par rapport
ce que le jeune souhaite vivre dans sa pédagogie pour devenir ingénieur généraliste ICAM. Clairement, voilà, vous voyez bien qu'il y a une offre pédagogique différente, mais la cible est la même, et les fondamentaux, notamment que j'ai évoqués au début, humains, au travers de l'ERD et industriel, vous les retrouvez sur tous les parcours. Voilà, pour revenir, attendez, je dézoome. Ouais, vous dézoomez, excusez-moi, ouais, pour qu'on puisse revenir. Ensuite, redéfiler. J'ai plus beaucoup de diapos, mais je voudrais juste revenir sur. Voilà. Et naturellement, on a un campus avec une résidence. Enfin, je dis naturellement. C'est vrai que c'est un des basiques à l'ICAM, mais c'est pas le cas dans toutes les écoles. Mais on a un campus parce que, voilà, on est résidence de 300 logements qui est plutôt réservé aux premières et deuxièmes années, avec une vie de campus qui est quand même très riche et qui porte aussi beaucoup dans la manière dont les étudiants vivent leur scolarité à l'ICAM, avec beaucoup de choses qui vivent entre eux et qui structurent aussi beaucoup leur vie. Les coûts des études sont assez différenciés d'un parcours à l'autre. Ça, vous les retrouvez sur la plaquette. Les 2 premières années nous permettent d'être moins chers parce qu'on a l'accompagnement des lycées avec lesquels on est en partenariat. J'évoquais Saint-Joseph sur le parcours prépa et puis Saliège sur la prépa professionnalisante. Le bachelor, on ne bénéficie pas de cette aide-là et donc du coup, il est tout plus élevé. Ce qu'il faut avoir, ces 2 éléments, c'est que d'une part, on fait des bourses, on fait des réductions de scolarité sur les boursiers qui vont de 0 à 2650 €. Et puis, on a une fondation qui met à disposition des prêts d'honneur à taux zéro, mais le capital est quand même indexé sur l'inflation et qui vraiment permettent de vivre la scolarité, enfin de financer la scolarité et de la rembourser ultérieurement après le diplôme. Fondation Ferron-Gros, et voilà, on a un peu plus de 8 millions d'encours sur l'ensemble de l'ICAM sur cette fondation Ferron-Gros, mais c'est un instrument qui est pour nous essentiel pour que la scolarité ne soit pas un handicap au projet de faire l'ICAM. Voilà. Sur les métiers après l'ICAM, je vais passer, on est très très varié, simplement parce qu'on fait des études généralistes et surtout parce qu'on est sur différents bassins. Et donc du coup, naturellement à Toulouse, on va avoir plus de jeunes dans l'industrie aéronautique, mais quand on va à Lille, à Nantes, on va en trouver plus dans des PME, dans de l'agroalimentaire, dans de la logistique à Lille, dans l'industrie automobile. Enfin voilà, on est très très varié en termes de secteur d'activité. L'emploi, c'est pas un sujet quand on sort de l'ICAM. L'objectif, c'est surtout de choisir le métier qui correspond le mieux. Et là, on a tout un travail dans le cadre de l'ERD sur l'accompagnement du projet professionnel avec les jeunes. Voilà, je reviens simplement sur Parcoursup. Donc, on est, pour éclairer de manière un peu plus concrète toute la mécanique qu'a expliqué tout à l'heure Joël, sur l'ICAM, on est sur un vœu ICAM et il y a les 17 sous-vœux qui correspondent aux différents parcours, aux différents sites. Et à l'issue, donc on a une première phase d'évaluation académique des dossiers des jeunes. On n'élimine pas beaucoup de dossiers, mais quand on pense qu'un dossier est trop fragile, on ne le prend pas. Mais on n'élimine pas beaucoup de dossiers sur le premier filtre académique, de l'ordre de 15-20%. Ça nous donne plus de boulot en entretien, mais pour nous, c'est un élément important parce que on apprécie beaucoup d'apprécier la motivation du jeune à rejoindre l'ICAM. Et le slogan que vous voyez là, il est vraiment fondamental. Pour nous, c'est vraiment choisir et être choisi. C'est-à-dire qu'on veut vraiment choisir à l'ICAM des jeunes qui ont compris que faire sa scolarité à l'ICAM, devenir ingénieur ICAM, c'était pas devenir un ingénieur comme n'importe où ailleurs. L'identité de l'ingénieur ICAM est partie spécifique avec une dimension humaine et donc de dimension d'ouverture sociale qui est pour nous très très fort. Et on est attaché à des jeunes qui ont choisi de devenir ICAM. Voilà. Ensuite, il y a la question des parcours. Est-ce que j'ai envie de faire un parcours intégré? Le parcours bachelor, excusez-moi, il y a encore marqué ouvert sur mon topo, mais c'est bien le bachelor international ou le parcours en apprentissage. Et ça, c'est une réflexion du jeune qui il va maturer sa réflexion autant maintenant dans les journées portes ouvertes que parfois encore dans les entretiens. On a un certain nombre de jeunes qui parfois ne sont pas encore au clair et qui mettent les 3 parcours. Et dans ces entretiens, on échangera avec eux et on les aidera aussi à discerner sur le parcours qui leur est plus adapté. Ouais, mais en tout cas, clairement, on est sur Parcoursup avec ce vœu et avec cette... parfois, régulièrement, on me demande, mais qu'est-ce qui est important pour être admis à l'ICAM? Et le plus important, c'est d'abord d'avoir compris le projet de l'ICAM et la cible qu'on a pour eux, qui est vraiment de cette formation humaine autant que la dimension ingénieur. Voilà, l'ESP, juste pour éclairage, c'est important. L'ESP, maintenant, c'est assez stabilisé, mais sur la prépa scientifique, il faut avoir fait 2 spé scientifiques, il faut avoir fait des maths. Si on a laissé les maths en terminale, c'est quand même très compliqué, même si on a un excellent dossier physique SVT ou physique SI. Si on a laissé les maths en terminale, ça sera compliqué. Donc, sur une prépa, il faut avoir gardé les maths et il faut 2 spé scientifiques.
Sur la partie professionnalisante, pour le coup, il faut 2 scientifiques, mais on peut avoir laissé les maths et on peut avoir typiquement un physique NSI, physique SVT, physique SI, ils s'en sortiront sans problème. On a des STI 2D, on a 15% de STI 2D qui intègrent la prépa, le parcours apprentissage. Et puis sur le bachelor, là, on est carrément plus ouvert, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir fait une spé qui est non scientifique. Donc on a des jeunes qui font maths éco, physique anglais, mais l'important c'est l'appétence pour devenir ingénieur avec cette dimension concrète technique qu'on retrouve sur le métier d'ingénieur que j'ai pas présenté mais qui est forcément un élément important. Pour se plaire d'être une ingénieur, il faut avoir une certaine dimension concrète et technique ou technologique du monde qui caractérise l'ingénieur. Voilà, je l'ai fait de manière synthétique, je pense que j'ai dû respecter le quart d'heure, enfin j'espère. Je conclus vraiment sur ce que disait Joël. C'est vraiment important, surtout si vous êtes sur l'agglomération toulousaine, même si vous êtes pas très loin, de venir aux journées portes ouvertes qui sont vraiment des temps de rencontre, d'échange, de compréhension du projet, de maturation du projet pour un jeune, de clarification de ses motivations qui sont vraiment des temps importants. Nous, on en a une ce samedi, on en a une autre 15 jours après, le 3 février, il y en a encore une fin février en nocturne. Voilà, je sais que parfois il faut insister auprès des jeunes, il faut les lever, parfois le samedi matin pour qu'ils viennent en journée porte ouverte. Mais ce sont vraiment des temps riches d'échange et de compréhension qui permet vraiment de maturer et de clarifier une décision. Et la décision de vos enfants est toujours première. Enfin voilà, c'est la solidité de la motivation des jeunes, elle est vraiment importante dans cette phase d'orientation. Voilà, donc on est toujours ravis de vous accueillir et cette année comme toutes les années et les années prochaines aussi, naturellement. Voilà. Naturellement, je vais répondre aux questions. Je vais faire un peu synthétique. Merci beaucoup. Je relayais une question. Donc, on a bien compris que la motivation du jeune et l'entretien que vous proposez est primordial pour le recrutement. Une question qui est posée. Les parents là, vont être confrontés à Parcoursup, au remplissage des cases. Effectivement, il y a la lettre de motivation et puis il y a toutes les activités qu'il faut remplir. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous prenez en compte? Comment vous lisez? Alors, à la fois vous, au niveau de l'ICAM, et vous également? Alors, moi, je vous confirme qu'on les lit. On n'est clairement pas sur un algorithme. On regarde ces onglets-là. On les regarde d'autant plus. Quand on a un excellent dossier, on les regarde plus vite. Quand on a un dossier un peu plus fragile, on prend le temps de bien regarder. Moi, j'aime bien quand c'est significatif et quand il n'y a pas des tartines avec des tas de trucs où on a l'impression qu'on en a mis plein. Et par contre, quand on sent que c'est vraiment des choses réelles et qui révèlent la personnalité, les engagements du jeune et sa vie en dehors de son scolaire, moi je trouve ça toujours très intéressant. Et clairement, nous on prend le temps de les lire. Et idem sur la lettre de motivation. Moi j'aime bien prendre le temps aussi de lire la gestion. Encore une fois, quand on a un très bon dossier, on va plus vite là-dessus. Un très bon dossier, on va le sélectionner pour le rencontrer. Et par contre, moi en entretien, je reprends aussi ces éléments-là. On revoit les éléments, je prends toujours le temps d'échanger avec le jeune. Est-ce qu'il y a un ou deux éléments qu'on n'a pas échangés, qui est dans le dossier? Et parfois, on reprend des engagements. Parce que notre objectif en entretien, c'est vraiment de faire connaissance avec lui, avec sa personnalité. Et donc, du coup, ces onglets-là, pour moi, sont vraiment significatifs et importants à regarder. Voilà, je reprends les portes ouvertes, c'est fondamental. Il faut savoir que dans l'enseignement catholique, tous les BTS, donc, ou toutes les prépas, donc, nous avons les coordonnées des jeunes. Donc, nous pouvons appeler quand un jeune a un dossier qui nous semble un petit peu différent, disons qu'une ligne qui n'est pas droite. Donc, on va appeler, on va se renseigner. Ce qui est important, c'est que si le jeune se retrouve sur liste d'attente, il ne faut pas qu'il ait peur parce qu'il aura tout de suite le dernier candidat pris l'année précédente. Donc là aussi, qui n'hésitent pas à se rendre dans nos établissements, qui n'hésitent pas à téléphoner, on les rassure en disant soyez patients, vous rentrerez, on est ouvert, disons que les dossiers bougent tout le temps, et donc il ne faut pas qu'ils aient peur là aussi, et s'ils ont peur, qu'ils n'hésitent pas à venir. Alors, moi je précise aussi que nous, on a évidemment des lettres de motivation, c'est fondamental. Et un élève qui est venu aux portes ouvertes, bien sûr, on va le repérer, il va l'écrire dans sa lettre de motivation. Et ça, pour nous, c'est très important. Hein. Voilà. Concernant le parcours d'ingénieur, on n'a que les 3 dernières années qui sont en alternance.
il n'y a pas un parcours avec les 5 années en alternance qui existent Non. aujourd'hui Pas encore. D'accord. Peut-être qu'un jour ce sera le cas, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a un rapport avec la maturité des élèves, des étudiants ou Ouais, je pense que ça serait, aujourd'hui, c'est pas à l'heure du jour. D'accord. Ouais. Ça sera peut-être on pense que quand même, malgré tout, les fondamentaux du BTS, je vous dis, c'est un BTS renforcé. Et donc, c'est important qu'il y ait quand même des bons fondamentaux pour être en entreprise. Et du coup, les enseignements qui sont faits sur ce BTS permettent aussi d'être prêt à aller en entreprise. D'accord. On n'a pas aujourd'hui de projet sur l'ensemble de l'ICAM à faire un parcours complet apprentissage. Après, c'est vrai qu'en termes de coûts de scolarité, pédagogiquement, il est bien construit, il est bien mûr, et voilà, il produit des jeunes de très bon niveau, donc on n'a pas de souhait d'y toucher. Et d'un point de vue scolarité, du coup, il reste quand même raisonnable, parce que comme toutes les 3 années sont prises en charge dans le cadre du contrat de l'alternance, et les premières années avec le partenariat qu'on a avec Saliège, du coup, ça reste un coût tout à fait raisonnable, qui est l'équivalent qu'on trouve aujourd'hui à l'université. Et moi, pour aller dans le sens, nous, en BTS, on propose parfois de l'apprentissage en 2e année, jamais en première année, très peu en première année. Si en ESF, on propose en première année. Pourquoi? Parce qu'en fait, les seuls capables de pouvoir faire de l'apprentissage seraient les bacs pro. Les bacs pro qui ont déjà, effectivement, fait un petit peu qui ont déjà eu des stages, etc. Pour le reste, alors effectivement, on peut comprendre financièrement pour les familles, ça peut être intéressant, mais là aussi, il faut comprendre qu'une entreprise qui va payer les études a tout intérêt à avoir quelqu'un qui soit opérationnel. Et donc, nous, ce que l'on fait, c'est qu'à l'issue du premier stage, à la fin de la première année, eh bien, effectivement, on a quelques étudiants qui vont être en apprentissage. Voilà, mais je suis tout à fait d'accord avec Jean-Denis. Il faut que le jeune soit performant d'abord, parce que les études supérieures, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est un gros palier. Il faut passer une grosse marche quand même. Hein. On n'est plus, je dirais, en lycée. Hein. Donc, il est important d'abord que le jeune, effectivement, alors en 1 an ou en 2 ans, prenne d'abord bien ses marques, prenne le niveau et ensuite peut éventuellement faire de l'apprentissage. Il ajoute un petit point que je n'ai pas évoqué, mais qui est important. J'en discutais tout à l'heure avec une RH d'entreprise quand on avait on travaille sur le projet professionnel, un certain nombre de RH qui étaient tout à l'heure avec des 4e années. C'est la question de la mixité, parce que les entreprises attendent aujourd'hui de plus en plus de femmes ingénieurs. Nous, on est très attentifs à ça. Sur les 2 dernières promos, on avait 25% de filles. Moi, je suis plutôt content parce que sur les autres CityCam, on est plutôt en dessous. Et puis, on est avec cette identité industrielle et parfois mécanique, on pense que l'industrie n'attend pas de filles. Mais en fait, les métiers industriels, vous avez vu, ils sont très, très variés aujourd'hui. Et vraiment, les entreprises cherchent aujourd'hui des femmes dans le monde de l'industrie et on y est très attentif. Je sais que sur notre journée porte ouverte, il y a l'association Elle Bouge qui sera là et donc je voulais vous le redire parce qu'il faut réussir à se sortir de ces images. On est malheureusement parfois très genré sur les spécialités et les ingénieurs et le monde de l'industrie a parfois du mal à attirer des métiers féminins et pourtant Dieu sait à quel point elles ont toute leur place dans tous les secteurs. Enfin, ouais, à l'inverse, Purpan est plutôt féminin maintenant. Ouais, c'est ça. Voilà. Purpan est à 70% féminin. Quand on va dans la chimie, quand on va dans l'environnement, on trouve plein de femmes. Le pire, c'est l'informatique. Ces écoles d'informatique ont encore plus de mal à tirer. Mais je pense que voilà, c'est un élément important et je voulais le rappeler parce que, y compris si vous avez une fille qui est hésitante et qu'il faut vraiment, encore une fois, les journées portes ouvertes vont lui donner à voir et à comprendre que non. Il y a des métiers féminins et il y a des tas de filles qui sont très heureuses dans les métiers ingénieurs. Tout à fait. Et nous, on a le même problème avec le BTS informatique où il y a 99% de garçons et le BTS diététique où il y a 99% de filles. Alors que pourtant, voilà, nous, on ne bloque pas l'entrée, bien au contraire. Voilà. Donc, non, ce qui est important, alors, vous l'avez compris, à l'IMERAC, je ne vais pas vous faire un petit topo sur l'IMERAC. On a beaucoup Moi, je vous invite à venir aux portes ouvertes. On a les portes ouvertes. Alors nous, l'IMERAC, c'est le week-end d'après. C'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. C'est vendredi après-midi et samedi. Mais je vous invite pour tout l'établissement à aller d'abord sur le site que je vous ai indiqué tout à l'heure, Oriente Sup, et à consulter les portes ouvertes. Je crois que ce qui est important, c'est d'aller aux portes ouvertes, de vous rendre aux portes ouvertes et de vivre, de sentir aussi cette ambiance et de faire en sorte que le jeune ait envie de se projeter sur 3, 5 ans, plus peut-être, mais qu'il a envie d'aller dans cet établissement. En tout cas, on garde cet esprit, je dirais, enseignement catholique, hein, où on va quand même suivre de près ce jeune, on va faire en sorte qu'il réussisse,
je dirais, à partir du moment où on inscrit ce jeune, il réussira. Ouais. Et ça, c'est très important. Je pense à ta prépa. Quand on parle de la prépa, on pourrait dire une prépa est sélective. Non. Que ce soit à l'ICAM, que ce soit à Saliège, pour travailler avec eux, eh bien, quand on rentre en prépa, le jeune va pouvoir continuer parce que si on l'a pris, c'est qu'on va l'accompagner. Ça, c'est très important aussi à savoir pour les parents, notamment. Oui, clairement. Nous, on a une valeur qui est la réussite collective et voilà, c'est une valeur importante qui est véhiculée. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je tiens aussi à remercier les familles qui étaient présentes ce soir. En conclusion, moi, si je pouvais retenir quelques points, c'est la sincérité dans les dossiers de Parcoursup, le choix de l'enfant pour l'orientation qui est primordial, et voilà. Et c'est vrai que ces deux points sont des valeurs qu'on souhaite renforcer au niveau de l'appel, au niveau de l'association des parents d'élèves, surtout le choix de l'enfant. On choisit de mettre nos enfants dans l'enseignement catholique privé sous contrat, donc voilà, c'est tout ça. Merci pour toutes ces présentations. Et venir aux portes ouvertes, on insiste. Et venir aux portes ouvertes, voilà, donc c'est vrai qu'on va rentrer dans les portes ouvertes. Apparemment, les choses sont bien faites puisque vous n'êtes pas tous en même temps, donc les familles peuvent... Parce que vous, c'est la semaine prochaine, la semaine d'après, encore la... Oui. Voilà, donc... c'est compliqué parce que la période est courte. Hein. Oui. Entre le 8 janvier et le 9 février, c'est... Et puis, on peut faire le matin un endroit, l'après-midi un autre endroit. C'est toujours riche de faire ces rencontres. Et puis, aussi, à ces portes ouvertes, ça vous permet aussi de rencontrer vos étudiants qui sont présents, qui font des visites. Donc, voilà, c'est vraiment très important. Donc, merci beaucoup. Je répète, hein, donc tout sera disponible, je pense, la semaine prochaine sur le site de l'appel de Toulouse. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.